Bah, si t'as... Non, on m'entend. Ah, Si, voilà, si, là, c'est on moi. m'entend. Oui, on m'entend aussi. Alors, vous êtes en train de sortir de la salle et vous avez le droit. Et c'est une Mais erreur. vous avez aussi le droit de rentrer dans la salle. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à l'Inspiration Bar. Et là, pour cette expérience-là, il vaut vraiment mieux être dans la salle. Donc, on vous invite à venir. Il y a quelques sièges de libre, donc profitez-en. Parce que Stéphane, il a besoin de vous parler. Donc, c'est un peu compliqué si vous êtes à distance. Ouais, on n'est vraiment pas dans une conf ou dans une présentation classique. Alors, comme on a compris en début de séance qu'à environ 80% de vous n'étaient pas là hier, à quelques exceptions donc près, là, on va vraiment avoir besoin de votre concours. Stéphane va avoir besoin de vous. Tu vas nous expliquer en 2 secondes maintenant de quoi il s'agit. Donc, en fait, on sait qu'il y a des gens qui s'agglutinent à l'Inspiration Bar. Donc, c'est le moment de venir. Vous nous voyez. OK, toi. OK, on vous attend. Voilà. Alors, hier, on avait une œuvre de Vermeer. Aujourd'hui, il s'agit de David Hockney. Rien à voir. En apparence. En apparence. Oui. Ah, tu sais faire du teasing. Alors, comment ça va se passer cette expérience? Je vais juste ne pas répondre à ta question. Double teasing. Tout à l'heure, tu as dit un gourou de la... Ah bah attends, au secours. je vends. C'est pas du tout Un son gourou- habitude. Hein, Un gourou se normalement, montre lui-même. Hein. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les œuvres. Hein. Un gourou est au service de sa propre personne. On va essayer de faire autrement aujourd'hui. Ok, on va voir. Vas-y. On verra à la fin. Vous me direz C'était sur quoi ta Slido si vous trouvez qu'il est gourou ou pas. Comment ça va se passer? Comment ça se déroule ton expérience? Moi, je sais. Mais... Ça se déroule simplement. Tout simplement en regardant. Le tableau que je vais vous présenter, moi je l'ai découvert pour la première fois en juillet dernier à Beaubourg. Et c'est d'ailleurs à cause de lui que j'ai décidé de préparer l'exposition, que je l'ai présenté à de nombreuses personnes dans les mois qui ont suivi. Et tout simplement, ce qui m'a donné envie de le présenter, c'est que j'ai passé du temps à le regarder. Tout simplement, un tableau, c'est fait pour ça. C'est fait pour la relation. C'est une rencontre, la relation avec un tableau. C'est ce qu'on appelle l'expérience esthétique, la relation esthétique. Et dans l'exercice que je vais vous proposer, oui, parce que c'est vraiment un exercice, je vais tirer parti de vos capacités qui sont nombreuses. Et de quelle capacité j'ai besoin? De votre capacité d'observation, de votre capacité de relecture intérieure, de votre capacité de verbaliser, votre capacité de penser. Vous voyez, c'est toutes des choses que vous êtes en mesure de faire, que vous faites quotidiennement. Et là, tout simplement, on va le faire avec un tableau. Ok, on va d'ailleurs, nous, être dans l'anonymat de cette salle. On va être des participants et on va te laisser nous mettre dans l'ambiance. Nous mener en bateau. Voilà. Tout de suite. Bonne expérience à tous. Alors, je vais vous proposer 3 minutes d'observation. C'est assez long. Alors, ceux qui l'ont vécu hier sont déjà habitués. Ça y est, l'apprentissage a été engagé. Pour les autres, ça peut être fastidieux. Il paraît que quand on est dans un musée, qu'on s'arrête pour regarder un tableau, statistiquement, on reste 30 secondes. Là, 3 minutes, c'est conséquent. D'autant que vous allez être en silence, et c'est une bonne chose. D'autant que vous allez être assis, ce n'est pas forcément une bonne chose, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça, il faut tirer parti de la réalité. Je vais vous inviter à être éveillé pendant ces 3 minutes, attentif, et à ne pas baisser en attention. Il est possible qu'au bout d'1 minute, vous ayez le sentiment d'avoir vu, ça y est, bon, il n'y a pas 50 personnages, il y a une situation assez clairement lisible. Dépassez cette sensation, si vous l'avez. Vous allez voir qu'au bout de 2 minutes vont apparaître des choses que vous ne voyez pas au bout des 30 premières secondes, et ainsi de suite jusqu'à la 3e minute. Et puis, regarder un tableau, ce n'est pas uniquement des choses à voir qui se suivent les unes aux autres. C'est une transformation de soi. On n'est pas la même personne au bout de 2 minutes en silence face à l'œuvre qu'au bout de 15 secondes. Et toute cette expérience assez étonnante qu'on vit face à l'œuvre, c'est à vivre en fait, à vivre tranquillement et patiemment. C'est un temps de réception. Voilà. Et donc maintenant, place
à l'observation. Et encore, peut-être pas simplement observation, simplement présence, présence à l'image. Ça passe trop vite, 3 minutes. Peut-être pas pour tout le monde. Pour moi, ce matin, si. Voilà. Désolé. Pendant quelques minutes, il n'y aura plus d'images. Et en fait, c'est pour faciliter cette deuxième étape qui consiste tout simplement pour vous à repérer ce qui vous a personnellement marqué. Si je laissais l'image à l'écran, en fait, la tentation serait de chercher dans l'image quelque chose à dire. Et en fait, ce qui vous a marqué, c'est en vous. C'est de l'intérieur de vous que doit surgir ce que vous avez à dire, tout simplement. Quelques mots. Oui, parce que je vais vous inviter à parler. Mais soyez sans crainte, c'est sans danger. À dire tout simplement l'élément précis qui vous a frappé dans ce tableau. Si c'est une impression, si c'est une sensation, je vous invite à la rattacher à quelque chose de concret observé. Voilà, c'est bon, tout le monde sait ce qui l'a marqué? Parce qu'en plus, tout le monde va parler. Madame, vous dites oui, qu'est-ce qui vous a marqué? Ben moi, c'est le travail en perspective, notamment à travers le V. Et donc, on est à au moins 7 ou 8 plans entre la piscine et le reste. Merci beaucoup. J'ai envie de dire 2 choses à partir de ce que vous avez dit. Le travail de perspective en profondeur et ce V des collines qui est là-bas derrière. Monsieur? Moi, c'est les plis de la veste. J'aime beaucoup la bande dessinée. Et je trouve que c'est toujours difficile d'aller travailler les plis, les cheveux, et que c'était bien réussi. Voilà.
Merci beaucoup, tout simplement. Madame? Je dirais c'est l'homme habillé et l'homme nu. La différence, voilà, l'un nu et l'un entièrement vêtu. Merci, tout simplement le fait qu'il y ait un homme nu et un homme habillé, monsieur. L'opposition entre la couleur du maillot de bain de l'homme nu et de l'homme entièrement habillé. D'accord, donc précisément la couleur, et comment vous la qualifiez, la couleur de cet homme? Oui, blanche, plus ou moins blanche. Donc des couleurs chaudes pour cet homme debout. Madame? Moi, la relation entre ces deux hommes m'a mis un peu mal à l'aise et je ne l'ai pas senti équilibré du tout. Donc j'ai essayé de chercher pourquoi j'avais ce sentiment-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce qu'il y en a un qui voit l'autre qui ne le voit pas. Donc on a l'impression que celui qui est habillé agit un peu caché. Celui qui est dans l'eau est en position fragile parce que justement il ne le voit pas et parce que l'autre est au-dessus. Et après, du coup, j'ai interprété des trucs. J'ai vu deux grands arbres levés dans le fond, comme des cyprès. Je me suis dit que c'était le combat de coq entre les deux. Merci. Vous voyez comment notre imaginaire peut nous emmener et on ne va pas se priver de le laisser voyager, mais pas tout de suite. Pour l'instant, je voudrais qu'on reste à des choses plus précisément remarquées. Madame? Moi, c'est l'eau de la piscine, avec une espèce de mosaïque sur l'eau qui est claire, et au fond, une eau plus foncée qui semble être une ombre projetée, peut-être des collines. Enfin, voilà. Oui, donc cette eau avec ce réseau de reflets qui forme comme une mosaïque devant, puis derrière plus foncé. Alors moi, c'est également l'homme avec la veste rouge, qui a une posture de voyeur un petit peu. Je reviens un petit peu à ce que disait Madame devant. Et il se penche, j'ai l'impression à des moments où il allait un peu tomber. Voilà. Merci. Sur la posture de cet homme qui se penche pour regarder, monsieur. Bonjour. Le 6 octobre dernier, j'ai été face à ce tableau, puisque moi j'ai été à l'exposition de David Hockney, que j'ai trouvé formidable. Et je pense, de tout ce que j'entends, qu'aucune personne, ou du moins de ce que j'ai entendu, qui n'a jamais été face à ce tableau, ne peut parler ni de perspective, ni de beauté, ni d'émotion, par rapport à quand on est devant. Dans le sens, excusez-moi pour mon faux français, dans le sens où j'ai vraiment compris maintenant ce qui était vraiment l'art de la peinture, parce que c'est incomparable, en fait, un écran, et quand on est en face de soi. J'ajouterais que, même si cette peinture est formidable, les 4 saisons est bien meilleure. Là, j'aurais pu y rester 3 heures. Alors, bon, ce que dit monsieur est intéressant, bien entendu. Nous n'avons pas la prétention aujourd'hui d'être face à l'œuvre d'Hockney. C'est une projection et ça ne remplacera jamais l'expérience directe de l'œuvre. Et je vais même vous dire autre chose, c'est que l'expérience directe de l'œuvre un jour n'est pas l'expérience directe de l'œuvre le lendemain ni le surlendemain. On continue. Une autre chose, monsieur? Peut-être l'opposition entre la civilisation, la culture et puis la nature qui se dessine en arrière-plan. Le fait que les deux hommes sont immergés dans leur univers alors que le vrai espace s'étend au-delà. Merci beaucoup. Maintenant, je tiens absolument à ce que chacun dise ce qui l'a marqué personnellement dans ce tableau. Et à cette fin, je vous invite à vous tourner vers votre voisin ou votre voisine et vraiment que chacun ait la possibilité de le dire. Donc ceux qui posent la question, veillez à ce que la réponse soit précise, concrète. C'est parti. Ce qui vous a marqué personnellement. Alors, normalement, si vous avez bien cadré la question, ça doit être terminé. Donc, on va poursuivre l'observation. Retour à l'image. Voilà. Alors, reprenez contact avec le tableau.
Et puisque maintenant on va l'avoir longtemps sous les yeux, et je vous propose qu'on ordonne maintenant nos sensations. On a eu une première expression assez libre, non conditionnée. Là, je vais vous inviter à observer à nouveau, mais par chapitre en gros. Et je vous propose qu'on s'intéresse à la couleur. Quelqu'un remarquait tout à l'heure la couleur rouge du personnage en contraste avec le blanc du maillot de bain de l'autre. Sinon, on a assez peu parlé de couleur, me semble-t-il, tout à l'heure. Donc, ouvrons le chapitre couleur, expression libre, enfin en tout cas une personne à la fois. Et je répète, monsieur, par exemple. Oui, les couleurs. Ben, les couleurs sont tranchées, donc ça fait sortir le personnage en rouge, il me semble, du tableau par rapport au vert qui est en fond de tableau. Donc le rouge qui est très tranché par rapport aux autres couleurs. D'autres choses, allons-y. Puis vous dites et je répète. Les personnes qui sont autour de moi. Donc le contraste entre les deux personnages en matière de couleur. Les bleus de la piscine sont très beaux, d'une séduction particulière de ces bleus sur l'œil. D'autres choses, je vous écoute. Madame ? Donc vous notez la récurrence du bleu en plusieurs endroits du tableau, dans la piscine, dans le ciel et sur le pull du personnage. D'autres choses sur les couleurs. Couleur dominante, c'est quoi? Le vert. Qu'est-ce qu'on peut dire du vert dans le tableau? Printanier. Éclatant. Comment? Ah, très divers. La diversité des verts dans ce tableau. C'est impressionnant, la gamme de verts. D'autres choses encore. Vous le voyez bleu. Bah oui, il y a certains verts qu'on pourrait qualifier de bleu. Nous ne serions pas tous d'accord sur certaines dénominations. Une lumière du matin. C'est frais. Les verts rafraîchissent? Ou les bleus rafraîchissent? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui voient ça plutôt une lumière d'après-midi? Les sondages comptent. Il y a une main qui se lève, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Des verts du matin? Visiblement, il y a une majorité pour situer cette scène plutôt un matin. Personnellement, je ne me positionnerai pas. Ensuite, je voudrais encore qu'on évoque le fait que dans ce tableau, des couleurs comment dire, il y a des zones qui sont quasiment monochromes, mais en réalité, elles sont traversées par d'autres couleurs. Notamment, vous voyez le bleu qui apparaît dans certains feuillages, plus ou moins. Aujourd'hui, un peu moins. Est-ce que certaines personnes voient du bleu dans des feuillages? Plutôt lesquels? Ah oui, dans les collines du fond. D'accord. Et vers le cyprès, il y a un côté bleuté. Oui, effectivement, certaines couleurs qui viennent. Et il y a une correspondance entre le bleu du ciel et le bleu du début de la piscine. Vous voyez particulièrement cette petite bande de bleu là? C'est celle qui est déjà de l'eau, hein? Oui, effectivement. Alors, cette bande-là n'est pas le reflet du ciel. C'est autre chose. Hein? Mais en tout cas, vous remarquez qu'il y a des correspondances, notamment dans les dallages. Hein. Vous voyez réapparaître les verts de manière assez diffuse. Moi, quand j'ai vu ce tableau, j'ai pensé à un nuancier. Vous savez, les nuanciers qu'on a chez les marchands de couleurs, avec des nuances infimes, des verts notamment et des ocres. Je vous propose qu'on s'intéresse à la composition, c'est-à-dire à la manière dont les choses sont organisées. Notamment des lignes dominantes, l'organisation des formes dans le tableau, la gauche, la droite, le haut, le bas, allons-y. Dites-moi des choses en matière de composition, je vais venir par ici pour faire surgir quelques remarques de ce coin-ci. Chose vue, hein. C'est parti. Madame. Des formes plutôt carrées, rectangulaires avec la piscine et des formes plutôt arrondies en haut. D'autres remarques? Oui? Une grosse division en deux du tableau, piscine en bas, paysage au-dessus. D'autres choses? Il travaille beaucoup sur les obliques. Lesquelles, par exemple? Les lignes de fuite dans la piscine, toutes les obliques qui montent dans la piscine, oui.
les deux obliques des montagnes, qui sont comme ça. On voit que c'est un tableau qui est très structuré. Hein. Qu'est-ce que vous remarquez encore en matière d'organisation des formes là-dedans? Oui? Une forme de rectitude en bas par rapport au paysage. Oui? Qu'est-ce que vous dire des cyprès? Oui? Les cyprès comme quelque chose qui sépare? Ah, comme si c'était une entrée ou une sortie. Vous voulez dire entre le fond et l'avant. Certaines personnes ont l'impression que ce sont deux piliers d'un Porsche, par exemple. Vous voyez ces cyprès? Bon. Vous voyez un tableau très organisé, très structuré. On pourrait se poser la question du point de fuite, c'est-à-dire le point de vue que nous avons, nous, spectateurs, sur le tableau. Où sommes-nous? À quel endroit sommes-nous pour le voir comme nous le voyons là? C'est-à-dire pas le tableau, mais le personnage dans le tableau. Le paysage tel qu'on le voit, à quel endroit notre œil est situé? On est bas, on est haut, on est en hauteur. Qu'est-ce qui vous le prouve? Ce qui vous le prouve, c'est que le sol de la piscine monte. Et vous voyez toutes les lignes obliques qui montent là-haut, elles se rejoignent en un point qui est plus haut que la tête du jeune homme vers la gauche. Vous voyez? Et ça, c'est le point de vue qu'on adopte, nous, pour regarder. Donc on est dans un point de vue haut là-dessus. Alors, il y a quelque chose d'assez surprenant dans ce tableau. Hein. C'est cette dichotomie entre l'espace architecturé et l'espace paysager qui est derrière. Vous allez me dire, ça peut se faire. Hein. Il y a des piscines à débordement, vous voyez, où on est en surplomb sur un paysage. On pourrait tout à fait rencontrer ça. Mais la manière dont c'est composé, ça crée vraiment une rupture très très forte. Je voudrais qu'on s'intéresse aux questions de réalisme ou d'irréalisme. Alors, je vois un bras qui se lève, ce n'est pas forcément une réponse à cette question, mais je vous écoute, monsieur. Ah, on a l'impression qu'il n'y a pas de bord à droite, c'est ça? Et que le nageur va passer sous l'architecture de la piscine. Oui. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous repérer dans l'intérieur de la piscine, particulièrement. Je vous propose qu'on prenne le paysage. Réaliste ou irréaliste? Japonisant. Qui a envie de dire que ce paysage est réaliste? On va faire un sondage. Qui voit plutôt ce paysage du côté du réalisme? Pas mal de gens. Qui voit ce paysage plutôt dans un aspect irréaliste? C'est impressionnant, je pense que c'est 50-50. Je pense qu'Hockney serait ravi. Absolument ravi. Ceux qui ont dit qu'il était plutôt irréaliste, qu'est-ce qui vous fait dire irréaliste? Je vous écoute. Oui? Ah, le fait d'une cohabitation de certaines essences d'arbres. D'accord. D'autres choses? Impression dans les arbres à gauche qu'il y a des personnages de dos. Tournés de l'autre côté, des spectateurs assis dont on voit les têtes. C'est étonnant ça. D'autres choses? Pourquoi vous trouvez que la colline de droite n'est pas logique par rapport à la colline de gauche? Ah, elle est moins précise. Mais attention, elle est un peu plus lointaine. Il y a un éloignement. Ceux qui voient un paysage irréaliste, donnez-moi encore des éléments qui pour vous ne sont pas conformes à la réalité. La perspective. Oui. Moi, j'ajouterais aussi que, prenez par exemple la manière dont les arbres sont dessinés à gauche. Quelqu'un voyait des hommes de dos là-bas. Qu'est-ce que vous dire de la manière dont ces arbres sont dessinés? Des sortes de... Ils ressortent des sortes de touffes. Oui, ils ne sont pas très très réalistes. Un jour, quelqu'un m'a dit que ça lui faisait penser à des paysages de Douanier Rousseau. Oui, avec un côté simplifié, un côté naïf. Et puis même, regardez la ligne, l'oblique de la ligne de la colline de droite, comme elle descend de manière très très géométrique. Vous voyez là, on voit bien qu'il y a un côté un peu simplifié là-dedans. Ceux qui ont considéré que ces paysages
tendez plutôt vers du réaliste. Qu'est-ce que vous avez observé comme étant très réaliste dans ces paysages? Il a essayé de faire des végétaux différents sur les collines. Vous reconnaissez quelques végétaux, lesquels? La plante grasse à droite, les cyprès. Ensuite, d'autres choses qui pour vous sont bien vues dans ce paysage par rapport à la réalité. L'ombre. Est-ce que vous devinez où c'est pris ça? Comme si c'était une photo. Ce que ça n'est pas, bien sûr. Le massif des morts. C'est parce que vous le savez ou vous le devinez? Alors, ceux qui connaissent hein, les morts derrière Saint-Tropez, vous voyez, c'est exactement ça. Il y a quelque chose d'incroyablement proche de ce qu'on voit réellement là-bas. Et notamment quoi? C'est ça, le mélange des feuillages, le jeu des couleurs est incroyablement juste par endroits, hein, et ça sent vraiment la réalité. Je vous propose d'aller du côté de l'eau, de la piscine. Ceux qui la voient plutôt réaliste et ceux qui la voient plutôt irréaliste. Ceux qui la voient réaliste, qu'est-ce que vous voyez comme élément très réel dans cette piscine? Les marbrures, les reflets du soleil dans l'eau, la déformation de l'eau. C'est tout? Le carrelage. Ceux qui voient cette piscine irréaliste, qu'est-ce qui vous paraît irréel dans cette piscine? La forme des vagues. Quoi d'autre? La différence des couleurs. La déformation de la ligne entre les deux bleus, c'est-à-dire entre le bleu foncé et le bleu du bas. Le fait que ce soit très irrégulier comme ça. Bon, alors, je vous ai dit que j'ai vu le tableau en juillet. En août, j'étais en vacances. Jamais de ma vie, je n'ai regardé les piscines comme cette année. Et je vais vous affirmer des choses. C'est incroyablement réaliste. C'est exactement ça sur beaucoup d'endroits. Ceci dit, alors vous voyez, ça commence par la toute petite bande, la transparente, qui est entre les faïences rouges. Vous voyez, là, c'est incroyable la transparence de l'eau à cet endroit-là et le jeu de déformation que ça procure. Ensuite, vous avez cette zone médiane. Alors, elle est particulière, cette zone médiane. Parce que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, on perd l'architecture du bas. On n'a plus la jonction entre le mur et le sol. Eh bien, c'est comme ça dans la vie. Vous ferez attention en août prochain. C'est exactement comme ça. Ensuite, cette frontière très irrégulière entre les deux bleus, c'est comme ça quand il y a du mouvement dans l'eau. Si vous, la piscine, si personne n'est dans l'eau et que l'eau est un lac, la ligne de l'ombre est parfaitement droite. Et en fait, la partie qui est au fond, c'est l'ombre du parapet qui est derrière, tout simplement. Hein. Est-ce que vous voyez où est le soleil dans le tableau? En haut à gauche, mais à l'envers de l'ombre, c'est-à-dire qu'en réalité, il est au fond. Il n'est pas vers nous, il est au fond. On voit bien l'ombre du personnage debout tout à l'heure. Hein. Donc il y a l'ombre portée du mur sur l'intérieur de la piscine. Ensuite, quand vous descendez et que vous arrivez dans les reflets, alors là, ce n'est pas tout à fait tout le temps comme ça. Et c'est amusant parce qu'il y a les deux côtés. Mais du côté droit, c'est incroyablement la vérité. Et du côté gauche, je suis sûr que ceux qui ont vu de l'irréalisme, c'est plutôt du côté gauche. Parce que vous voyez que le motif devient autonome. Ça devient un réseau de lignes. Quelqu'un parlait de mosaïque tout à l'heure ou d'allage particulier. Hein. Le motif prend sa liberté. Voyez, alors que du côté droit, vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Vous ferez attention l'été prochain. Alors, j'ai une petite sèche, c'est parce que je voudrais citer Hockney vraiment dans le texte. Enfin, en français, ce n'est pas tout à fait dans le texte. Hockney est anglais et non américain. Christine en est très fière. J'aime la clarté, mais j'aime aussi l'ambiguïté. On peut obtenir les deux dans une même peinture, et même on le doit. Et on voit vraiment à quel point, là, sur ce jeu entre réalisme et irréalisme, il est à cette jonction entre les deux. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant au personnage qui est debout, ce jeune homme. Tout sur le jeune homme. Monsieur. Il est tout droit sorti d'une
discothèque de la fin des années 70. Vous pouvez même lui donner un prénom. Steve. Pas mal. Stevie. D'autres choses sur ce personnage. Il est vraiment daté, effectivement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de lui? D'abord, que fait-il? Il attend pour parler aux nageurs. Alors ça, on va dire que c'est ce que vous imaginez. Vous avez l'impression qu'il est prêt à plonger. Même chose, c'est une impression. Qu'est-ce qu'on peut tous dire objectivement de lui? Il le regarde d'au-dessus, oui? C'est un homme. Il a l'air coincé, j'entends dire. Qu'est-ce que peut dire de sa manière de se tenir? Pas tout à fait naturel, un peu penché vers l'avant. Oui. Timide. Ah, j'entends dire arrogant derrière moi. Peut-être ne sait-il pas nager en tange. Donc il est jaloux du gars qui est dans l'eau. Ouais, c'est ça. Alors je vais vous proposer. Vous vous rendez compte que là, il y a ce qu'on pourrait appeler une échappée narrative. Et on pourrait s'engager dans des directions assez vastes. Et je vous propose de le faire. Je vous donne 30 secondes pour dire à votre voisin le scénario que vous avez imaginé. Allez-y. Bon, c'est plus dur d'interrompre un scénario qu'une remarque. Alors moi, ce que j'ai remarqué dans les expériences successives que j'ai depuis le mois de juillet, c'est que souvent, on envisage un scénario noir. Je ne sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose de sombre dans cette affaire. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais l'autre tout simplement attend son copain parce qu'ils ont un rendez-vous quelque part et il est encore dans l'eau. Oui. Parce qu'une chose assez surprenante, c'est pourquoi il est habillé au-dessus. Oui. Bon. Alors, je vous propose maintenant de me dire, de considérer avec moi que ce tableau est construit sur l'opposition très simple et très claire entre le personnage debout et le personnage dans l'eau et les deux espaces qui les environnent. Vous êtes d'accord? Et je vous propose qu'on fasse très simplement la liste des 6 points qui opposent ces deux personnages et leurs deux espaces. C'est parti. Le mouvement face à l'immobilité. Le poids, la pesanteur et l'apesanteur. C'est bien ça. Ensuite, fluidité, rigidité. Chaleur, fraîcheur. Verticalité, horizontalité. Nu et habillé. Couleur, non-couleur, ou en tout cas couleur floue, indiscernable. L'un voit l'autre et l'autre ne voit pas l'un. Le mouvement et la stabilité. Bon, merci, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus que 6 différences. Hein, mais on voit bien que c'est construit sur une opposition. Alors maintenant, vous allez vraiment oublier complètement les scénarios que vous avez évoqués. Et je vais vous donner le titre de l'œuvre. Portrait d'un artiste. Alors, maintenant, vous reprenez tout à zéro. Et je vais vous proposer d'interpréter ce que vous voyez là en lien avec le titre donné par Hockney. Portrait d'un artiste. Est-ce que quelques nouvelles idées émergent sur la table rase des scénarios précédents? Monsieur? Ah, 2 fois l'artiste,
Une fois libéré et une fois contraint. D'autres choses. Portrait d'un artiste. C'est certaines tristesses. Alors, Madame vient de dire avant, l'artiste n'est pas dans la vie, c'est ce qui provoque son retrait et pourquoi pas une certaine tristesse. Donc, vous signifiez que l'artiste, c'est l'homme en rouge. Oui. Continuez. D'autres hypothèses qui sont survenues ou qui surviennent maintenant. C'est-à-dire que c'est le même personnage. Il y en a un qui est devant son chevalet qui est en train de peindre ça. Il s'imagine, lui, quand il est arrivé dans le Var, à droite. Et puis, il se revoit quand il a nagé pour la première fois. Donc, il y a l'artiste qui est en train de... C'est la même personne 3 fois. Celui qui est en train de peindre, celui qui est dans la piscine et celui qui est au bord. Intéressant. Parfois, les gens imaginent qu'effectivement, c'est une vision du passé qui surgit à ce moment-là. Alors, Madame, ça pourrait être une sorte de fantasme, l'homme qui est dans la piscine, que l'homme qui est debout est en train d'imaginer. merci. Alors maintenant, je vais apporter quelques éléments supplémentaires. L'artiste, effectivement, c'est l'homme debout. Et je voudrais qu'on aille vers le minimum de, de consensus de ce qu'on a pu dire sur lui. Il est penché et il regarde. Vous voyez? Il observe. Il est en plus, effectivement, lui, identifiable, puisque c'est Peter Schlesinger qui est le petit ami de Hockney dans ces années-là. Mais attention, il n'a pas écrit « portrait de Peter Schlesinger ». Il a mis « portrait d'un artiste », c'est-à-dire qu'il va au-delà de la personne même du Peter en question. Il est en train... Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Il est en train de préparer le début de son tableau. Un artiste qui est en train de préparer le début de son tableau, en faisant quoi? En observant. Vous voyez? En fait, c'est le b.a.-ba pour un artiste, tel que Hockney l'exprime là. L'artiste, ce n'est pas d'abord celui qui peint, c'est celui qui regarde. Et cet homme-là est vraiment dans la considération d'un spectacle. Alors, je vais vous donner une image. Cette photo était accrochée dans l'exposition, pas très loin du tableau en question. C'est une photo faite par Hockney. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sont les marches, oui. On voit les reflets, oui. C'est un document de travail, oui. On voit comment la matière disparaît progressivement dans l'eau, vous voyez, de marche en marche. Ben, Hockney est tout simplement fasciné par ça. Il l'observe dans les piscines de ses amis, et puis il en garde la mémoire par une photo. Vous imaginez la posture d'Hockney avec son appareil photo au bord de la piscine? Hein? Vous ajoutez juste un appareil photo entre les mains du jeune homme en rouge de tout à l'heure, et vous avez ce cliché, à peu de choses près. Quoi qu'il manque quelqu'un. Autre cliché fait par Hockney la même année, c'est la pièce à conviction que j'ai pour vous affirmer, main sur la flamme, que c'est réaliste. D'accord? Vous voyez comme on perd authentiquement la vision du fond de la piscine. Et la qualité des reflets, les mélanges, vous savez, les petites lignes jaunes là, qui se mélangent au blanc, etc. Alors ça, c'est une autre. Il a beaucoup travaillé cet été, l'été 72. Alors, question que me pose Carole, est-ce qu'il travaille toujours sur photo? Non. Et en fait, je vais vous dire, il n'a pas peint ses photos. En fait, il a eu une impression très forte sur le motif, en réalité. Et bien, pour garder le souvenir de ce qu'il avait vu et de ce qu'il a marqué intérieurement, il a pris quelques clichés. Et il a composé son tableau en atelier. Il a mis beaucoup de temps d'ailleurs à peindre son tableau. Il y a une différence entre ce que vous voyez là et ce qu'on a vu. Il a supprimé quelque chose. Exactement. Il a supprimé l'ombre. Il devait trouver que ça ne faisait pas assez beau.
C'est mieux comme ça, sans ombre. Le regard porté sur le modèle. Hockney a peint beaucoup de piscines, comme Monet a peint beaucoup de fleuves. Vous voyez, ce sont des gens qui sont fascinés par l'eau. Ce qui m'intéresse, dit-il, ça c'est une citation d'Hockney. Ce qui est bien avec Hockney, c'est que c'est toujours facile à comprendre. Il faut juste le traduire. Ce qui m'intéresse, c'est de penser et de regarder de manière simple. Reste à savoir avec quel degré d'intensité on est prêt à le faire. C'est simple comme citation, hein, mais c'est pas si simple, hein. Vous avez remarqué? Penser et regarder de manière simple, reste à savoir avec quel degré d'intensité on est prêt à le faire. C'est quoi ce degré d'intensité qui transforme les choses? Peut-être qui révèle les choses. En tout cas, Hockney promène son regard comme ça sur le monde. Et pour lui, le monde est quelque chose d'intrigant. Un jour, on lui a dit « Mais monsieur Hockney, vous êtes un peintre hédoniste. » Ben oui, comme disait Thierry tout à l'heure, la première sensation qu'il avait, c'est d'avoir envie d'être à cet endroit-là. Vous êtes d'accord que ça exerce une puissance de séduction? Pour ceux qui sont ceux qui aiment l'eau, ont facilement envie de se retrouver dans la piscine. Voyez, ceux qui aiment la chaleur ont envie de se retrouver dans ce paysage, etc. Il y a de la sensorialité exprimée fortement. Et puis, comme Hockney, il a beaucoup d'amis qui ont beaucoup d'argent. Il va dans des endroits où il fait toujours beau. Dans ses tableaux, c'est souvent comme ça. Hein, et on peut penser que sa peinture est hédoniste. Il a horreur qu'on dise ça. Parce que pour lui, c'est pas l'hédonisme. Comment dire? Il n'est pas là juste pour faire des petites choses décoratives. Alors, le grand avantage avec lui, c'est que sa peinture est toujours décorative, ou très souvent, mais elle n'est surtout pas que ça. En fait, elle est porteuse de ce fameux regard sur le monde, qui est assez mystérieux, enfin, qui révèle un certain mystère de la réalité, dans cette beauté-là. Il y a chez Hockney ce que j'appelle une présence flottante, quelque chose, une authentique présence dans sa peinture. Vous avez cet homme qui regarde cette piscine, mais il y a vous qui regardez le tableau. Vous êtes d'accord? C'est la même chose. Vous êtes censé vous trouver dans la même posture que lui, avec la piscine qui vient jusqu'à vous. En réalité, le bordure de la piscine. Donc le spectateur peut être artiste aussi, hein, en tout cas dans ce minimum de cette première phase de regard porté sur la réalité. Merci. Merde. Viens, venez avec nous, Stéphane. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne très envie d'aller au musée avec 300 personnes. Non, parce que l'expérience est hyper enrichissante comme ça. Alors, petite question. Enfin, c'est pas une question, mais je sais qu'on en a parlé hier, mais comme tout le monde n'était pas là, et que c'est important, tu es historien d'art, mais avant, tu avais un autre métier qui était contrôleur de gestion. Est-ce qu'il y a des contrôleurs de gestion dans la salle qui ont envie de devenir historien d'art? Non, c'était important parce que je pense que ça fait partie aussi de l'expérience de se dire qu'on peut à tout moment comprendre l'art. On n'est pas... voilà, parce que de temps en temps, on est intimidé par une œuvre d'art. Alors, je voudrais juste aux gens dire que c'est pas fini, en fait. En oui, réalité, on va faire... Il y a un deuxième petit passage. Tu sais? D'explication, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord pourquoi d'un coup tu as changé de métier? Tout simplement parce que ma femme m'a emmené à Florence et que j'ai vu les fresques de Fra Angelico là-bas. Et ça a ouvert mes yeux sur la peinture et ça m'a fait prendre conscience que j'avais quelque chose à vivre au contact de la peinture, que cette expérience était heureuse et naturellement, elle désirait être partagée. Voilà. Donc, voilà. Au moins, vous savez qui est Stéphane. Une chose amusante, c'est que j'ai découvert que Hockney, à l'origine de sa vocation de peintre, je ne me compare pas non plus à lui, mais c'est juste il y a la rencontre avec une fresque de Fra Angelico aussi, mais sous forme de projection. Enfin, pas d'une projection, d'une reproduction. D'accord. Voilà. Alors, tu voulais faire un parallèle avec nos deux peintures aussi. C'est-à-dire qu'hier, on avait La laitière de Vermeer, que je pense que tout le monde connaît, oui. Et cette œuvre. En fait, ce que je souhaitais vous proposer maintenant, vous savez, c'est tout à l'heure, je vous ai projeté l'œuvre d'Hockney et je vous ai demandé une chose que vous avez marquée dans ce tableau. Ce que je souhaiterais maintenant, c'est vous demander une chose qui vous a marqué dans l'ensemble de l'expérience que vous avez vécue.
de ne plus parler de la peinture d'Hockney, mais de l'expérience de regard partagé que vous avez eue là. Je vous écoute. Le partage, la richesse, prendre le temps, la diversité des regards. Ça, c'est ce que j'ai dit hier. Bonjour. Fayotte. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je l'ai dit aussi. Et je vous passerai le micro tout à l'heure. Gourou, monsieur. On peut parler de gourou. On peut parler de gourou. Ah, merci, madame. D'autres mots qui vous viennent, qui qualifient ce que vous venez de vivre, en fait. Comment ? Un passeur. C'est-à-dire, merci, plus passeur que gourou. De la douceur. On est nourri. Pardon, j'ai juste un petit mot. Gourou en sanskrit veut dire éveilleur. Ah, c'est formidable. Hier, j'ai mangé dans un restaurant népalais, j'avais une image de Bouddha en face de moi, tu vois, tu la mets en résonance. En fait, là, ce que je vous propose très brièvement, c'est ce que nous appelons dans les ateliers du regard un regard sur atelier. Et pour moi, cette phase regard sur atelier est importante parce qu'on y comprend pas mal de choses. Hier, j'avais une petite interview après la séance Vermeer, et Tiffaine me demandait mais quel message vous aviez à faire passer. Et en fait, je veux dire, je n'ai pas de message à faire passer. En revanche, j'ai eu une expérience à donner, à vivre. Vous voyez ? Et pour moi, cette expérience, une fois qu'elle est vécue, on peut en tirer des enseignements. Et elle permet de réfléchir sur les comportements. Elle permet de réfléchir sur notre relation à quelque chose d'extérieur et aux relations qu'on a ensemble dans un même groupe. Et c'est pour ça qu'on intervient de temps en temps sur des cohésions d'équipe ou sur des séminaires. Mais vous voyez, par exemple, tout ce qui concerne l'intelligence collective. Avant, l'intervenant a parlé de crowd créativité. Il me semble que là, c'était un exemple de crowd créativité. Et vous voyez à quel point un collectif a une incroyable capacité de réception ensemble d'une réalité. La réalité œuvre là. Moi, je cite souvent Gide, qui, dans une préface à l'un de... C'est pas l'un de ses derniers romans, c'est l'un de ses premiers textes qui a été réédité à la fin de sa vie, choisit de ne quasiment rien dire dans sa préface. Il dit juste qu'il n'a pas envie, dans une préface, d'en dire beaucoup sur son texte, parce qu'il attend du public la révélation de ses œuvres. Moi, je trouve cette phrase admirable. On pourrait faire plusieurs dissertations là-dessus. Mais Gide était l'inventeur de l'UX design, d'ailleurs. Voilà. Faudra que tu m'expliques après. Bah, c'est la séquence d'après. Dans une séance sur la créativité, je pense qu'un atelier du regard, comme celui qu'on vient de vivre, montre la capacité d'un collectif d'entrer dans l'intelligence d'une œuvre et grâce aux voix, à la variété des voix qui s'expriment, d'aller dans la complexité et dans la nuance. On ne se rend pas compte seul à quel point une œuvre est polysémique, polyphonique. On a besoin de la voix des autres. On ne se rend pas compte de sa propre subjectivité. Et on va beaucoup plus loin ensemble. Donc merci. Mais ça donne aussi d'aller au musée, clairement. Tu ne veux pas l'admettre, mais je pense que vraiment ça donne envie et confiance aux gens d'aller au musée. Ça, faire c'est une heureuse conséquence. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Covio. Merci vraiment, merci à toi. On espère que vous avez passé un bon moment et on va continuer avec notre prochain chapitre.